Bonjour à Emmanuel Razavi, c'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de m'entretenir à propos de l'Iran avec vous. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes grand reporter et auteur de plusieurs livres avec un autre grand reporter, Jean-Marie Montali. Le dernier ouvrage, c'est Paris-Téhéran, le grand dévoilement. Et depuis de nombreuses années, vous faites des enquêtes absolument approfondies sur comment la République islamique nous influence et s'immisce dans à la fois au niveau économique, politique et médiatique dans nos sociétés. Je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose à cette présentation, je vous en prie. Non, non, elle était parfaite. Écoutez, j'ai la chance de couvrir comme Jean-Marie effectivement l'actualité iranienne et de beaucoup travailler avec voilà, des journaux comme le Figaro Magazine, Atlantico, le site d'information Atlantico, aussi, voilà, pour lesquels je mène de nombreuses enquêtes sur les réseaux d'espionnage et d'influence iraniens depuis quelques années. Oui, aujourd'hui, le sujet de notre entretien est un peu particulier, c'est-à-dire j'aimerais vous demander de nous projeter dans l'Iran de dans 5 ans, de dans 10 ans, libéré de la République islamique. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est un exercice qui peut être compliqué, mais ça me semble intéressant que nous commencions à rêver de qu'est-ce que sera l'Iran dans les 5 ans à venir. Si vous vous laissiez aller à cette rêverie, que voyez-vous? Alors, moi, déjà, et d'une, même si je suis franco-iranien, que j'ai du sang iranien qui coule dans mes veines et que je suis très attaché à l'Iran, je considère ne pas avoir, je suis journaliste, je suis grand reporter, vous l'avez rappelé, je n'ai pas tellement de légitimité, parce que je ne suis pas, comment dire, politique ou économiste, à voir l'Iran de demain. Vous parliez de rêve, vous avez raison. En revanche, je peux vous dire peut-être ce que j'entends auprès des différents dirigeants des groupes d'opposition iraniens sur l'Iran qu'ils souhaitent demain, et peut-être des Iraniens aussi que j'ai pu interviewer ces dernières années sur ce qu'ils attendent, en tout cas, de la communauté internationale qui leur permette de rebâtir un Iran. La première chose que j'entends beaucoup, c'est évidemment d'abord l'espérance de la chute du régime des mollahs, de la République islamique, et d'une alternative qui pourrait être démocratique. Ce que j'entends, je l'ai entendu, j'ai interviewé à plusieurs reprises d'ailleurs le prince Reza Pahlavi sur son projet, qui lui se positionne comme étant l'homme qui accompagnera, comment dire, une alternative, une transition, un gouvernement de transition démocratique, laïque en fait pour l'Iran, et qui porte un projet aussi de reconstruction de l'Iran. L'Iran est très abîmé aujourd'hui, évidemment. D'abord très abîmé en raison de la corruption qui endémique, qui règne au sein du régime iranien depuis 47 ans. Je le dis pour ceux qui nous écoutent, les gardiens de la Révolution se sont érigés en véritable mafia, en véritable organisation mafieuse, et ont pillé totalement les ressources du pays. Ça donne quoi aujourd'hui? C'est un pays en fait dont 2 tiers du territoire n'a plus accès en fait à l'eau potable, parfois dans certaines régions plus du tout à l'eau tout court. Un pays dans lequel en fait l'électricité est rationnée en grande partie. Un pays où près de 2 tiers des habitants aujourd'hui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc un pays qui n'a plus d'économie réelle quasiment. La seule économie aujourd'hui qui reste, c'est une économie parallèle, une économie en fait de marché noir pour l'essentiel, ou alors une économie qui est devenue tellement, comment dire, tellement difficile que seuls les plus aisés, en tout cas, peuvent s'acheter des denrées, pour donner un seul exemple, comme la viande, qui est devenue très chère. Voilà, donc c'est un Iran aujourd'hui qu'il faut rebâtir. Évidemment, la guerre des 12 jours, plus la guerre qui a lieu en fait actuellement, a détruit, impliqué, a eu pour conséquence la destruction d'abord et d'une de quasiment toute de la totalité en fait de la marine iranienne, de l'aviation, de certaines infrastructures qui sont des infrastructures importantes, des infrastructures énergétiques, pétrolières importantes à la vie, je dirais économique en fait du régime. Dès lors, évidemment, il faut se projeter dans la reconstruction. Ce que j'ai beaucoup aimé, le prince Reza Pahlavi, que j'ai eu la chance d'interviewer pour le Figaro Magazine il y a 1 mois et demi, 2 mois, a travaillé sur un projet avec des experts, avec plus d'une centaine d'experts, qui est assez intéressant. Il a un projet qui fait plus d'une centaine de pages, en tout cas dans sa version résumée, et dans lequel, évidemment, on note une préoccupation de reconstruction en fait de ces infrastructures, mais aussi de l'environnement. Je parlais d'eau tout à l'heure.
les gardiens de la Révolution ont fait n'importe quoi, si vous voulez, n'ont pas entretenu notamment les canalisations qui permettent à l'eau de circuler en Iran depuis 47 ans. Et évidemment, elles ont rouillé, elles ont commencé en fait à pourrir et à amener en fait à induire en fait qu'il y ait des bactéries en fait dans l'eau. Donc l'eau finalement se retrouve empoisonnée, en tout cas elle n'est plus potable dans Délicieux. une partie du territoire, comme je vous l'ai dit. Donc ça, aujourd'hui, il faut le rebâtir. C'est extrêmement important. L'Iran, c'est aussi un pays quand même dont 2 tiers du territoire, quasiment, enfin, en tout cas plus de la moitié du territoire, est semi-aride. Donc il faut veiller aussi à trouver des moyens aujourd'hui de faire en sorte que les populations qui vivent dans ces régions-là retrouvent une économie, mais aussi en fait un environnement écologique qui leur permettent non plus de survivre, mais bien évidemment en fait de vivre. Tout ça aujourd'hui, c'est quand même pris en compte par ces gens comme Reza Pahlavi qui ont ce projet de reconstruire l'Iran. Il y a aussi un problème de santé publique. Vous savez qu'en Iran aujourd'hui, même s'il y a des médecins qui sont formés, qui sont plutôt de haut niveau, il y a de moins en moins d'accès aux soins, de moins en moins d'accès en fait aux médicaments qui sont devenus hors de prix, qui se sont raréfiés pour les maladies chroniques, etc. Donc il faut travailler à la réparation en fait de tout ça et il faut permettre à une jeunesse, notamment, vous savez qu'en Iran la moyenne d'âge c'est 32 ans et des poussières, une jeunesse qui est extrêmement bien formée, qui pour la plupart en fait se retrouve au chômage, qui n'a pas accès à certains emplois. Pourquoi? Parce que ce sont les enfants, les neveux, les familles des gardiens de la Révolution ou des gens du Bassij, vous savez, la milice civile du corps des gardiens de la Révolution, qui là aussi ont un fonctionnement complètement corrompu et qui sont prioritaires pour les emplois intéressants. Et donc des jeunes qui se retrouvent avec des formations d'informaticiens, d'ingénieurs, de médecins, etc., se retrouvent à ne pas avoir accès à des emplois. Et donc là aussi, il faut redonner une égalité, en fait, donner une égalité des chances aux emplois de façon équitable et mettre fin à cette corruption. Aujourd'hui, et ça je tiens à dire c'est important parce que j'ai interviewé, je parlais de Reza Pahlavi, mais j'ai interviewé plusieurs chefs de différents de mouvements d'opposition, des libéraux, du centre, de droite, de gauche, des minorités ethniques. J'ai interviewé des chefs issus en fait des partis ethniques de l'Azerbaïdjan iranien, du Baloutchistan iranien, du Kurdistan évidemment iranien. Tous disent la même chose au fond que Reza Pahlavi, c'est reconstruire le pays, faire en sorte d'assurer la continuité de l'État une fois que le régime des mollahs sera tombé et travailler à la mise en place d'un gouvernement de transition démocratique laïque qui garantisse les droits, c'est important, des minorités, qu'elles soient ethniques, mais qu'elles soient aussi des minorités de genre, des minorités sexuelles. Donc c'est un Iran qui connaîtrait en fait la démocratie pour la première fois de son histoire, parce qu'il faut rappeler que du temps du Shah, même s'il y a eu énormément d'avancées, ce n'était pas une démocratie, c'était un pouvoir, un régime, comment dire, autocratique, même si c'est un régime qui était très visionnaire et qui a permis l'émergence d'une classe moyenne, ce qu'on raconte avec Jean-Marie dans notre livre, Paris-Téhéran, le grand dévoilement. J'entends dans les interviews que j'ai pu faire de Reza Pahlavi qu'aujourd'hui, évidemment, il considère que c'est aux Iraniens de bâtir ce nouvel Iran, pour autant que le régime des mollahs soit tombé, évidemment, et que c'est à eux de se prononcer sur le type de régime qu'ils voudront, soit une république démocratique, soit une monarchie constitutionnelle. J'insiste bien sur le terme de monarchie constitutionnelle. Reza Pahlavi n'est absolument pas favorable et ne milite pas pour le rétablissement de la monarchie absolue en Iran. Comme j'ai pu le lire à droite ou à gauche, ou l'entendre parfois dans certaines émissions, il considère très clairement que c'est aux Iraniens de se prononcer sur le type de régime qu'ils souhaitent. Je leur dis aussi, parce que j'ai lu un papier absolument lunaire il y a quelques jours d'un site d'information nous expliquant que Reza Pahlavi était très conservateur. Pas du tout. Les gens qui l'entourent sont plutôt des libéraux. Plutôt des centristes. Moi, j'ai eu l'occasion de beaucoup discuter avec eux, de les interroger aussi. Donc, c'est des gens qui sont vraiment dans cet état d'esprit plutôt libéral, plutôt alternance en fait démocratique, et laisser aux Iraniens le choix du type de régime politique qu'ils souhaitent. Donc ça, c'est important quand même de leur rappeler. Les jeunes Iraniens, et je voudrais terminer là-dessus, sur votre première question, sont extrêmement bien formés. En Iran, quasiment plus rien ne fonctionne, sauf les universités. Les universités ont continué, malgré l'islamisme, à produire des élites. Cette jeunesse iranienne qui ne veut plus entendre parler des mollahs, vous le savez, les prospectives de l'Institut Gaman, mais pas que, il y a une récente étude qui a été faite par des universitaires en Iran, plus de 80% des Iraniens ne veulent plus de ce régime. Ils n'en veulent plus du régime des mollahs, ils ne veulent plus entendre parler de la notion même de république islamique. C'est ce que révélait au mois de juillet dernier l'étude de l'Institut Gaman, qui a été relayée par la Fondapol en France, par la très sérieuse Fondapol en France. Donc en fait, cette jeunesse iranienne promesse d'un avenir d'Iran qui peut se reconstruire en quelques années, moi ça je le crois beaucoup, et qui est un Iran qui entretiendrait des relations pacifiées. C'est le souhait de tous les chefs d'opposition que j'ai pu interviewer. C'est important de leur rappeler, ils veulent des relations pacifiques et pacifiées, donc avec Israël, avec les États-Unis, globalement, avec l'Occident. Donc un Iran qui se reconstruirait sur un projet de paix au Moyen-Orient. Le prince Reza Pahlavi parle de ces projets d'accord de Cyrus, qui seraient des accords, comment dire,
qui permettrait d'intégrer en fait les accords en clair d'Abraham pour une paix avec les pays entre l'Iran et les pays, les rapports pacifiques avec les pays de la région, les pays arabes, les pétromonarchies, mais aussi évidemment Israël. Donc voilà comment pourrait être, selon tous ces gens, plus que selon moi, je dirais la promesse d'un Iran débarrassé des mollahs. Donc, si je comprends bien, cher Emmanuel, il s'agit d'un Iran dont la forme politique ce serait issue des urnes, et une forme forcément démocratique parce que basée sur ce que les gens souhaiteraient, et avec une reconstruction des fondamentaux qui permettraient à chacune de vivre dans la dignité et dans le respect, et pour les Iraniens, et pour les voisins, et pour le monde, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Donc, euh, juste pendant que je vous écoutais, et merci d'insister autant sur l'aspect écologique, je me rappelle de deux choses. C'est que pendant ces 20 dernières années, énormément d'écologistes ont été tués par la République islamique pour cacher ce qu'ils faisaient dans les montagnes, et qu'à l'époque de Shah, il y avait une attention extrêmement pointue pour tout ce qui était environnement. Par exemple, le traité de Ramsar pour sauvegarder les zones humides, c'était une traité qui était la volonté de l'époque de Shah et qui a été mise en Vous avez place. raison. C'était un précurseur. Vous avez raison, dès 1971, je crois d'ailleurs, il y a eu tout un programme en fait, environnemental en fait en Iran à l'époque. C'est-à-dire que le Shah était très soucieux de plusieurs choses, évidemment de la politique environnementale en fait. En Iran, il a été vraiment un précurseur à l'échelle internationale, notamment sur le traitement en matière de traitement des déchets. On l'oublie très souvent. Ça a été très important en matière de préservation. Vous l'avez rappelé en fait des zones humides, en matière en fait de comment dire de plantation en fait aussi d'arbres. C'est un homme qui s'intéressait beaucoup à l'écologie parce qu'il avait compris que c'était un facteur essentiel, comment dire, de la vie économique de l'Iran. Et je voudrais refaire une parenthèse, si vous le permettez, une petite digression, mais qui n'est pas éloignée de ce sujet-là. C'est que l'époque du Shah d'Iran, qui est beaucoup critiquée par un certain nombre de commentateurs, c'est une période qui a permis de voir émerger en Iran une classe moyenne qui n'existait pas avant son règne. C'est-à-dire que les progrès qu'il a permis, en fait, les avancées qu'il a permis de faire en Iran, alors en matière environnementale, c'est une chose, mais en matière médicale aussi, c'est très important, avec notamment l'impératrice, qui a été aussi force de proposition, en matière sociale de façon globale, en matière d'éducation, notamment la construction d'universités, d'écoles. Vous savez que c'est des écoles quasiment dans toutes les provinces qui étaient défavorisées, qui ont été construites avec l'envoi à l'époque. On donnait la possibilité aux jeunes qui étaient appelés à faire leur service militaire de ne pas le faire en contrepartie d'aller enseigner en fait dans des écoles, dans les différentes provinces d'Iran qui n'avaient pas accès à l'éducation. Cette vision en fait de l'Iran avait permis des avancées extrêmement importantes. Ça n'empêche pas que le pouvoir du Shah, encore une fois, était autocratique, mais cela dit, c'est un pouvoir autocratique aussi dans les pétromonarchies aujourd'hui du Golfe, comme les Émirats arabes unis. J'ai vécu dans la région, ça ne nous empêche pas en fait d'avoir des partenariats économiques, militaires, en matière d'environnement aussi avec eux, et même de les défendre quand ils ont été attaqués par l'Iran. Donc il faut ramener les choses à leur juste place, cesser en fait à chaque fois de penser que le régime du Shah était infréquentable. Il n'avait rien de plus ou de moins infréquentable que les Émirats arabes unis en fait aujourd'hui, ou le Qatar, avec qui on fait du business, avec qui la France fait du business, et en plus entretient donc des accords économiques et de défense. Je vais être très clair là-dessus aussi. Et donc, si vous voulez, cette jeunesse iranienne aujourd'hui, quand on l'interviewe, moi j'ai beaucoup interviewé les jeunes Iraniens ces dernières années, même quand ils ne sont pas monarchistes, ils font la comparaison entre ce qu'a produit en 47 ans la République islamique d'Iran, c'est-à-dire la faillite Pauvreté. du pays, Mhm. une misère qui est endémique, évidemment, et aussi, enfin, une répression, j'ose à peine utiliser le mot tellement il me paraît être un euphémisme, mais une violence du régime à l'égard de sa population. On l'a vu en fait les 8 et 9 janvier dernier, il faut en reparler parce qu'on a tendance à l'oublier. Le régime iranien a massacré sa population, le régime iranien a fait massacrer sa population, une partie de sa population, par des forces étrangères armées, que sont le Hezbollah, des supplétifs du Hezbollah libanais, groupe terroriste, des supplétifs afghans ou pakistanais qu'on appelle les Fatemiyoun, notamment, et des supplétifs irakiens, des milices irakiennes chiites. On appelle ça des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des massacres de masse. Ça ne s'était jamais produit sous le Shah d'Iran. Le régime islamique que certains aujourd'hui considèrent être un régime, je parle des commentateurs encore une fois, certains commentateurs, notamment à l'extrême gauche, à la gauche radicale en France, qui considèrent être un régime souverain, c'est un régime inspiré des frères musulmans égyptiens
les Iraniens considèrent que c'est un régime d'occupation. En tout cas, moi, ceux que j'interviewe disent cela, en aucun cas un régime légitime. Donc les jeunes Iraniens aujourd'hui ont envie de retrouver, c'est ce qu'ils disent, même quand ils ne sont pas monarchistes. Hein. Beaucoup m'ont dit soutenir Reza Pahlavi ou avoir envie de Reza Pahlavi simplement parce qu'il incarne une forme de liberté par le libéralisme qu'il propose en fait pour l'Iran, par la projection démocratique qu'il a en fait d'un régime iranien d'alternance, en tout cas si le régime des Mollahs vient à tomber, et ils disent tout simplement, regardez comment c'était en fait sous le roi Mohammad Reza, il y avait des cinémas, on pouvait aller en boîte, on pouvait travailler, il y avait nos parents ou grands-parents pouvaient enfin acheter des voitures, à tel point que on construisait des voitures en Iran, ce qui n'avait pas existé en fait avant. Donc clairement aujourd'hui, ils ont un peu ce mirage d'une époque qu'ils n'ont pas connue, mais que leur propose de retrouver Reza Pahlavi, mais il n'est pas le seul. Quand on entend Reza Pahlavi et qu'on entend en fait les autres groupes d'opposition, moi, sincèrement, d'ailleurs, je leur fais souvent la remarque, on peut superposer ce que disent les uns et les autres. Ils ont tous envie de ça. Voilà, c'est ce qui peut étonner d'ailleurs dans le fait que certains n'arrivent pas à s'entendre autour à se mettre, quand ils se mettent autour de la table, ils discutent les uns et les autres, mais parfois n'ayant pas les mêmes agendas politiques, n'arrivent pas à s'entendre. On peut s'en étonner parce qu'au fond, ils racontent exactement la même chose. Voilà. Donc cet Iran, je dirais de demain, cette jeunesse iranienne, moi je crois aujourd'hui que c'est la jeunesse, je l'ai écrit d'ailleurs, hein, il faut miser en fait dessus. Parce qu'elle est la promesse d'une paix bien sûr retrouvée pour l'Iran, d'une stabilité de l'Iran, mais elle est la promesse surtout d'un Moyen-Orient à nouveau stabilisé probablement. J'ai juste une réserve, c'est que si on ne comprend pas ce que sont les Iraniens aujourd'hui en 2026, si les Occidentaux, si la communauté internationale ne comprend pas ça, ne comprend pas qu'il faut les aider, les soutenir, on risque de passer à côté d'un rendez-vous historique avec ses opposants en fait iraniens, mais aussi avec ce qu'est la société iranienne, et de créer involontairement les conditions d'une guerre civile en Iran. Parce qu'on laissera les milices, à commencer par celle des gardiens de la Révolution, si vous voulez, qui n'est ni plus ni moins, c'est pas une armée, hein, comme je l'entends dire parfois à la télévision, c'est une milice paramilitaire qui risque de pousser en fait les Iraniens de l'intérieur à prendre les armes et à se rebeller contre, et ça pourrait être terrible pour la stabilité du pays et des pays alentours, probablement. Voilà, même s'il faut bien sûr que les Iraniens participent au renversement de leur probablement du régime actuel. On ne peut pas les laisser faire seuls. Merci pour ces précisions-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont restées dans la propagande qui a permis la révolution islamique, comme vous disiez, autocratique, oui, mais bon pour les Iraniens dans leur majorité. Mais il y avait une propagande qui était également dans cette période de guerre froide, permettait de dénigrer Mohammad Reza Pahlavi en lui donnant énormément d'adjectifs étranges et en faisant croire qu'il était vraiment un monstre. Oui, mais vous savez, c'est le propre de Et la que les Révolution gens française. répètent encore. Pour paraphraser un révolutionnaire français, il faut tuer la monarchie pour que la révolution vive. En fait, les islamistes ont fait en sorte d'effacer tout ce qu'il y avait eu en fait avant 1979 et de faire passer en fait le Shah qui était un visionnaire. Nous, on a beaucoup travaillé. Je peux vous garantir qu'avec Jean-Marie Monteil, on est très documenté d'ailleurs dans les livres, les ouvrages que nous écrivons et les enquêtes que nous faisons. On a vraiment documenté l'époque du Shah en allant à la fois interviewer des gens qui faisaient partie de son équipe la plus proche, de son entourage, mais aussi ses opposants. Et l'un de ses opposants majeurs, d'ailleurs, hein, c'est Mohsen Zadegara, qui est l'un des fondateurs des Gardiens de la Révolution, nous a dit, très intéressant dans une interview, nous a dit, et je veux quand même le dire là, il faut que ce soit entendu, à l'époque, le Shah était perçu comme le dictateur dont le monde entier en fait se préoccupait et parlait. Il n'était pas le pire, loin de là. Ça, c'est intéressant. Ils ont fait de la propagande, ils l'ont fascisé, évidemment, pour pouvoir mieux le renverser. Voilà. Presque 50 ans après, enfin 47 ans après, quand on regarde, d'abord il y a un travail qui a été fait par les historiens, d'une part, nous on cite notamment Abraham Nian, mais on cite aussi en fait Isbo Mati, il y a un travail qui est fait par des journalistes, comme nous on documente, il y a encore des témoins qui sont en vie, des deux côtés, je dirais côté monarchie, mais aussi côté en fait révolutionnaire, et qui reconnaissent évidemment qu'ils ont créé une propagande pour faire passer le Shah. Alors bien sûr, il y a eu des morts, le communisme était interdit, mais il faut contextualiser ce qu'on raconte dans le livre. Le communisme était interdit en Iran. Pourquoi? Parce que l'URSS faisait de l'ingérence en permanence au sein de l'Iran, à l'intérieur même de l'Iran, finançait des groupes qui étaient des groupes en fait séparatistes. Et évidemment, donc le communisme était interdit pour cette raison-là. Encore une fois, l'URSS était un danger pour l'Iran. La Russie l'est encore aujourd'hui. La Russie est un pays qui est dangereux, même si c'est un pays qui soutient l'Iran. C'est un pays qui lorgne toujours sur les richesses intérieures en fait de l'Iran, considérant en fait que l'Iran est aussi une sorte de de porte-avions stratégique, géostratégique qui leur permettrait de créer un espèce de canal qui va de la mer Caspienne au Golfe Persique. Bref, donc tout ça, on le remet nous en contexte. C'est important de le rappeler de façon dépassionnée, mais encore une fois, hein, je considère qu'il faut aborder les choses de la façon la plus dépassionnée
possible, mais on est vraiment allé chercher, nous, des informations, y compris au sein des gens qui avaient créé les gardiens de la Révolution. J'étais encore, il y a 3 ou 4 jours, en train d'interviewer avec mes amis Jean-Marie Montali, mais aussi Elie Chouraki, avec qui nous réalisons un documentaire. Voilà, l'un des gardes du corps de Ali Khamenei, qui avait aussi été l'un des membres des services secrets des gardiens de la Révolution. Ce que je veux dire par là, c'est que notre souhait de documenter, c'est un souhait de coller à la réalité et d'arrêter de raconter des bêtises, comme je peux les lire parfois dans certains journaux, mais qui sont très typés, très à gauche, et qui n'ont pas les sources que nous avons quand nous travaillons, et qui sont plutôt dans le fantasme, qui sont un peu les héritiers, mais les héritiers bas de gamme de Jean-Paul Sartre et de Michel Foucault, en fait. C'est ce qu'on dit un peu dans le livre aujourd'hui. Au moins, eux avaient du talent. J'adore l'expression héritier bas de gamme de Jean-Paul Sartre et Michel Foucault. On se rappelle à quel point ils ont angélisé Ayatollah Khomeini, alors que ses actes monstrueux et ses écrits encore plus monstrueux existaient. Mais Je peux vous faire juste un point, si vous le permettez, qui est important pour bien vos sûr, bien auditeurs. sûr. Une anecdote, on en raconte beaucoup dans le Mais une anecdote tragique qu'on raconte dans notre livre avec Jean-Marie, qui est documentée. Michel Foucault, dans l'un de ses articles, compare l'Ayatollah Khomeini à l'époque à un saint. Oui. L'Ayatollah Khomeini a écrit une dizaine d'années plus tôt un recueil dans lequel il explique comment tuer les homosexuels, c'est-à-dire en les précipitant en fait d'un haut sommet d'une montagne ou du toit d'un immeuble, les bras ligotés dans le dos, en les décapitant par exemple aussi et en mettant le feu en fait à leur corps. Voilà, je veux dire par là que c'était documenté, c'était écrit. Ce livret dans lequel il a écrit ça circulait en Irak, en Iran, mais ces écrits circulaient jusqu'en France dans certains milieux. Des journalistes qui enquêtent ou des chercheurs comme eux dont le métier est de chercher, des universitaires qui avaient des moyens, ils avaient des grands journaux derrière eux. Jean-Paul Sartre travaillait en fait à l'époque pour Libération, il avait été le directeur, enfin quelques années avant, au début des années 70, le directeur de Libération. Michel Foucault travaillait pour des grands journaux comme le Nouvel Observateur, comme le Corriere de la Sera. D'accord, ils auraient les moyens de trouver ces textes-là, de les faire traduire. Alors, soit ils ne l'ont pas fait, soit ils les ont eus, ça on ne sait pas en fait. Et soit ils n'ont pas raconté, mais on ne peut pas raconter que quelqu'un qui est un fasciste homophobe est un saint. Ce n'est pas possible. Or, cet homme-là, la presse de gauche à l'époque, l'a encensé. On est dans quelque chose de complètement dingue. Jean-Paul Sartre explique à l'époque si je n'ai, alors il dit je n'ai pas de religion, mais si j'en avais une, ce serait celle de Ali Shariati. Ali Shariati est mort en 1977, mais il était l'un des inspirateurs de la révolution khoméniste. Il était le créateur de l'organisation des adorateurs socialistes d'Allah. Il faut le faire quand même. Voilà ce que ces intellectuels français en fait ont soutenu à l'époque, au prix de milliers, de dizaines de milliers de morts, pardonnez-moi de le dire, mais de nos familles. C'est une réalité. Et moi, si vous voulez, j'enquête là-dessus en tant que journaliste, en prenant toujours de la hauteur, en donnant la parole à tout le monde, mais j'aime bien quand même en fait le rappeler, parce que ces gens-là se sont complètement lavé les mains du sang des victimes de nos familles ou de nos amis à l'époque. C'est facile de refaire le monde ou de dire n'importe quoi quand on est à Paris et que sa famille ne risque pas d'être arrêtée, exécutée, pendue à Téhéran ou à Ispahan. Voilà. Je me permets juste de raconter ça parce que pour moi, en tant que journaliste, c'est toujours important de recontextualiser cela. C'est extrêmement intéressant et important. Maintenant, imaginons, revenons à cet Iran où on a reconstruit les bases. Et imaginez que vous prenez un avion, cher Emmanuel, et que vous descendez à Mehrabad et que vous vous baladez dans les rues de Téhéran. On est 5 ans après la chute de la République islamique et la démocratisation de l'Iran. Qu'est-ce que vous y voyez? Qu'est-ce que vous souhaitez y voir? Alors moi, j'ai deux façons de voir. D'abord, une, je souhaiterais aller évidemment sur la Oui. tombe des gens de ma famille voilà, qui ont disparu ces dernières années ou même avant, et sur lesquels je n'ai pas pu, ni mon père d'ailleurs, aller me recueillir, mais on n'a pas pu y aller. Voilà, parce que moi, je fais partie aujourd'hui d'une liste noire, je ne peux pas retourner en fait en Iran, je suis même sous protection policière, parce que menacé de mort évidemment par le régime iranien. Donc la première chose que je ferais serait cela. J'aurais déjà rempli, je pense, mon contrat. Mais surtout, je compte sur les Iraniens aujourd'hui, quelle que soit leur tendance politique, peu importe, pour reconstruire Mhm. ce pays. Je dirais que je suis le moins légitime parce que moi, je suis un Iranien de la diaspora. Je suis un Français iranien ou un Franco-iranien. Donc je suis celui qui a le moins de légitimité parmi les Iraniens ou les gens de la diaspora qui parlent d'Iran. Donc voilà, j'ai un vieux rêve que je partage avec quelques amis, quelques confrères comme Sarah Doraghi et Abdou Chalmani, c'est de construire une grande agence de presse, de créer une agence de presse pour permettre à l'Iran de renouer avec l'information, une information libre, mais surtout qui donne une information réelle sur ce qu'est ce pays, sur ce que c'est en fait cette région, et non pas une information biaisée
comme souvent, je la vois et je me rends compte que beaucoup de gens qui parlent de l'Iran n'y connaissent absolument rien, racontent n'importe quoi. Et c'est une grande souffrance depuis de nombreuses années. Alors, j'ai la chance de travailler pour des grands médias qui me font confiance, qui me permettent de pouvoir faire le travail que je fais, d'avoir un éditeur que je salue, qui est Jean-François Colossimo, qui est toujours derrière mes projets de livres avec Jean-Marie Montali, donc il nous permet de raconter des choses, de documenter. Mais on est si seul, hein. Voilà, et j'aimerais en voir d'autres, j'aimerais pouvoir voir une jeune génération de journalistes émerger en Iran. Les Iraniens et les journalistes iraniens sont pleins de talent, mais qui soient des journalistes libres, indépendants, et dont les reportages soient achetés, soient vus dans le monde occidental. Voilà mon rêve. Voilà. Mais peut-être que ça se produira, peut-être le ferons-nous avec mes amis Sarah Abnous, avec voilà, d'autres amis autour de nous. Donc, ça, c'est un rêve professionnel. Mais qu'est-ce que vous voyez autour de nous? Si vous vous laissez à cette rêverie-là, ça y est, on est 5 ans après la République islamique, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? C'est quoi l'ambiance des rues? C'est quoi Écoutez, l'ambiance des... je ne suis pas devin, mais je vais vous dire une chose, ce sera ou tout l'un ou tout Allez-y. l'autre. Vous savez, le régime tombe, c'est une chose. Il faudra assurer la continuité de l'État immédiatement, c'est-à-dire que Imaginons que c'est des fait. gens. Imaginons que Imaginons que c'est c'est fait. fait. Je pense que l'économie de l'Iran sera repartie, que vous retrouverez très rapidement des conditions pour que, comment dire, il y ait une politique environnementale, qu'il n'y ait plus de gens en fait qui soient au chômage, qu'il y ait une reconstruction, qu'il y ait la liberté tout simplement, c'est-à-dire qu'on retrouve ce qu'il y avait dans les années 70, des cinémas. Alors il y en a, mais qui diffusent très librement ce qu'ils ont envie de diffuser, c'est-à-dire les films qui viennent de partout, de Chine comme des États-Unis, et bien sûr le cinéma iranien. Vous assistez à une renaissance du cinéma iranien qui est brillant mais qui est censuré. Donc j'aimerais voir ça, évidemment, c'est une des conditions importantes. La culture doit briller, moi je crois beaucoup, j'aime beaucoup le dessin. Je suis un grand admirateur des dessinateurs iraniens, je suis un fou fanat du dessinateur Kianouch, qui quelquefois a d'ailleurs fait des illustrations pour mes enquêtes. J'en suis toujours très fier, d'ailleurs, je suis très honoré de ça. Je rêve de voir à nouveau des écoles de photographie, de cinéma à Téhéran, mais qui soient libres. Et je travaille beaucoup avec le grand photographe Alfred Jakobzadeh, qui est un des plus grands Mm. photographes au monde. J'ai envie de revoir ces jeunes tels qu'ils étaient, tels que leurs grands-parents étaient. Ce que j'ai vu moi d'ailleurs en Iran, hein, parce que je n'en parle jamais, mais je connais l'Iran. J'ai eu la chance de voyager presque dans tout l'Iran. Voilà, de revoir vivre cet Iran que j'ai pu connaître dans un autre temps, qui était un Iran, qui n'est pas qu'un Iran fantasmé, qui est un Iran, à mon avis, l'impératrice le dit souvent, qui renaîtra en fait de ses cendres. La lumière renaîtra, je dirais, sur les cendres qu'ont laissé les mollahs. Donc, je pense à un Iran qui sera un Iran plein de vie, mais aussi un Iran qui sera très mature politiquement. Il faut le souhaiter, c'est très important. L'économie est une chose, l'environnement est une chose, mais rien ne se fait sans la vision politique. Il faut qu'il y ait un pluralisme politique. On ne peut pas l'imaginer autrement après ce qui s'est passé. Il ne peut plus y avoir en fait en Iran de dictature. Ce n'est pas possible. Il faut en fait un pluralisme avec des partis. L'impératrice nous le dit dans le livre, hein, elle se confie beaucoup et elle dit que peut-être que l'une des erreurs qu'il y a eu à l'époque, c'est de ne pas avoir misé sur le multi, comment dire, sur la pluralité, si vous voulez, en Iran, et qu'évidemment, ça a généré évidemment beaucoup d'opposition. Donc ça, il faut avoir ce pluralisme politique en Iran. Je crois, moi, aujourd'hui, que les gens, hein, que ce soit Reza Pahlavi ou les autres qui sont à la tête des partis libéraux, voire ethniques, ils ont cette conscience-là, très clairement, peut-être à part un ou deux, mais globalement, ils ont cette conscience-là. Et je crois qu'évidemment, l'Iran se reconstruira avec beaucoup de partenariats avec l'Occident, c'est une évidence. Donc les Occidentaux doivent miser là-dessus, vraiment, moi je le dis, mais aussi avec un savoir-faire, c'est très important, local. Les Iraniens, les jeunes Iraniens sont bien formés. Les étudiants iraniens ont un haut niveau de technicité, que ce soit en fait en matière d'ingénierie, en matière médicale, je le disais, en matière d'environnement. Il faut utiliser ces ressources, miser sur elles. Je le dis pour les gens qui font de l'économie ou qui ont des intérêts ou qui auront des intérêts en Iran. Il faut miser sur cette Iran de demain qui renaîtra de ses cendres et qui sera capable de se construire, pour autant qu'aujourd'hui, la communauté internationale ne se trompe pas de stratégie. Ça, c'est important et c'est le préalable. Et à votre avis, comment il peut ne pas se tromper de stratégie? Moi, je vois très souvent que l'humain, les Iraniens semblent assez absents des équations et ça me désole. Écoutez, moi je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a 2 ou 3 ans dans une conférence, mais ça m'est arrivé souvent depuis 30 ou 40 ans. Des gens qui sont allés 2 fois en Iran dans leur vie, qui ont fait 2, 3 reportages, ou qui ont des chercheurs qui ont passé quelques jours ou quelques semaines, mais toujours encadrés par les gardiens de la Révolution, nous donnent des leçons en permanence sur l'Iran. En fait, ils savent mieux l'Iran que nous, en fait. Et moi j'avoue que ces gens-là sont très dangereux aujourd'hui, à mon avis, par leur méconnaissance, par leur suffisance aussi. C'est-à-dire que ces gens-là peuvent parfois aller conseiller les diplomates sur ce qu'est l'Iran alors qu'ils n'y connaissent rien, sur ce qu'est la culture iranienne alors qu'ils n'y connaissent pas grand-chose. Mhm. En fait, ils ont plus d'informations sur l'Iran par les gardiens de la Révolution ou par le régime en lui-même ou par l'ambassade d'ailleurs à Paris
que par les gens comme vous et moi qui avons grandi dans cette culture-là, qui avons l'Iran, je dirais, dans notre ADN, qui vivons l'Iran au quotidien et qui sommes au contact de l'Iran quotidiennement. Voilà, avec une chose qui est, on dit oui, mais alors vous y retournez pas en ce moment. Bah non, évidemment, on est condamné à mort. Si on y va, on se fait tuer, donc c'est pas possible. On est Oui. considéré comme des opposants, même quand on n'est pas des activistes Ça politiques. montre leur niveau de compréhension de Et qu'est-ce qu'est la on voit République le islamique. décalage. Et donc aujourd'hui, alors moi c'est pour ça que je remercie toujours les journaux avec lesquels je travaille, qui sont extraordinaires. Moi je pense au Figaro Magazine, au Figaro, évidemment à Atlantico, avec qui je fais un travail d'enquête absolument extraordinaire depuis des années sur l'Iran, avec qui on a sorti plein de scoops d'ailleurs, ou à Frontier. Il faut vraiment avoir à l'esprit, si vous voulez, aujourd'hui, que si on veut ne pas louper le rendez-vous avec l'Iran de demain, il faut écouter les Iraniens, y compris des Iraniens de la diaspora, parce que l'ambassade d'Iran, vous savez, à Paris, elle est phénoménale. Ali Reza Khalili, qui est le patron enfin, le directeur de cabinet de l'ambassadeur Ahmadinejad, mais qui est l'homme en charge de l'influence iranienne en fait à Paris. Il dit toujours oui, mais les gens de la diaspora, ils connaissent pas l'Iran, ils sont pas en lien avec l'Iran. Évidemment, pour que des gens le répètent, vous savez, ces chercheurs, ces universitaires qui l'invitent à dîner au restaurant. Désolé, monsieur Khalili, mais il n'y a aucune diaspora au monde qui n'est pas en contact avec son pays d'origine. Et nous avons l'Iran en permanence au téléphone au bout du fil, quand nous ne sommes pas directement, physiquement, géographiquement en contact avec les Iraniens, parce que nous allons en fait sur place ou dans la région. Bref, donc ce que je veux dire par là, c'est que il faut aujourd'hui que les gouvernements, pas que français, européens, les grandes démocraties, écoutent ces Iraniens de l'intérieur, mais aussi les Iraniens de la diaspora, qui ont une forte expertise et une vision de ce que peut être l'Iran de demain, davantage, je pense, que ces gens qui, eux, pour le coup, ont un Iran très fantasmé, puis qui parfois, simplement en échange de facilités que leur fait le régime pour aller faire un reportage ou des études universitaires là-bas, se sentent obligés de relayer un discours plutôt positif sur un régime qui est un régime, encore une fois, qui commet des crimes contre l'humanité. Moi, je voudrais revenir là-dessus parce qu'on peut épiloguer à l'envie. Il y a une chose qui est sûre, ce régime a montré qu'il commettait des crimes contre l'humanité depuis longtemps, des crimes de guerre aussi en janvier. Comment peut-on écouter des gens qui nous expliquent qu'il faut composer avec un régime? La France est le pays des droits de l'homme. Comment on peut écouter des gens qui nous conseillent de négocier avec ce pays-là, qui nous menacent de poser des bombes chez nous et qui menacent des gens comme moi? Je vous rappelle encore une fois que je suis sous protection policière. D'accord? Moi, je suis journaliste, hein, tout simplement. Je fais juste mon boulot de journaliste. OK? Je comprends tout à fait. Donc ça veut dire que cet État criminel menace des journalistes français. Bien sûr, je suis d'origine iranienne, mais je suis un citoyen français avant toute chose. Donc ce n'est plus possible. Vous comprenez bien que ce n'est pas possible. Voilà. Donc on ne peut pas, c'est inacceptable. Les gens qui véhiculent un discours favorable au régime et qui expliquent qu'on peut négocier avec sont des gens indignes. Indignes. Je n'ai pas d'autre mot, hein. Je pense à un géographe qu'on voit beaucoup faire la promotion du régime en ce moment sur les plateaux de télévision. Il ne mérite pas que je cite son nom, tellement c'est indigne, ou un grand avocat parisien. C'est indigne. Ces gens-là, en fait, sont les relais du régime. On le sait, les journalistes. Exactement. D'accord? Donc c'est indigne, c'est pas acceptable. Moi, j'ai tendance à avoir en tant que journaliste, encore une fois, moi j'aime bien avoir ma liberté d'expression. J'ai la chance de travailler pour des médias formidables qui me permettent d'être libre. Ils permettent à d'autres de dire d'ailleurs le contraire de ce que je dis moi, et c'est très bien. Il faut que ça donne un certain équilibre. Il faut continuer comme ça, mais en étant très pragmatique. On ne peut pas composer, quand on est la France, avec un État qui commet des crimes de masse, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre contre sa population. Tout à fait. Et je pense que personnellement, l'arme la plus redoutable de la République islamique, c'est la propagande, qu'il a bien maniée avant la révolution de 1979 pour en arriver à ce renversement incompréhensible en 79, qui a continué à manier depuis lors et qui manie toujours avec beaucoup de brio. Et quand j'entends les gens parler sur les plateaux de télé, je suis comme vous, je fais des bons parce que c'est incompréhensible que ces gens-là soient invités. Encore merci Merci à vous, pour Marjane, avec joie. votre participation et je vous souhaite le meilleur et je nous souhaite en tant que diaspora iranienne qu'on soit écouté, comme vous le dites, et qu'on puisse construire l'Iran de demain. Merci infiniment, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Donc, si vous permettez, on recommence cette partie-là pour que ça puisse être. Je ne sais pas ce qui a été D'accord. enregistré, ce qui n'a pas été enregistré. Donc, bonjour à Emmanuel Razavi, c'est